Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue donc à Isoboutique Brest. Voilà, alors ce soir on va parler un petit peu de méditation avec Véronique qui nous vient d'Alsace, je crois, du côté de Colmar. Ah voilà, et pas de place comme c'était écrit. Du côté de Colmar, je connais un petit peu parce que j'avais une sœur qui habitait du côté de Guebwiller il y a quelques années. Et donc on a le plaisir de la recevoir pour qu'elle vienne nous parler donc de méditation. Alors on fera un petit peu la différence entre la méditation et la sophrologie, parce que c'est une question quand même qui est, je pense, assez importante de pouvoir faire la différence. Voilà, ça ce sera pour la première partie. En deuxième partie, on fera une voyance et non pas une médiumnité, ça va changer un petit peu. C'est-à-dire que chacun aura le plaisir ou la possibilité plutôt de poser une question et je me chargerai d'y répondre. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure, je vous laisse en compagnie de Véronique. Voilà. Merci Jeff. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc je pense que certains d'entre vous me connaissent déjà, mais je vais quand même me présenter. Je suis sophrorelaxologue et donc je pratique la méditation depuis, on va dire, un peu plus d'une dizaine d'années. Jeff m'a recontacté suite à mon passage en Bretagne où j'ai vécu quand même 14 ans. Et donc c'est avec plaisir que je viens partager aujourd'hui mes connaissances. Alors je n'ai rien inventé, hein. On va dire que c'est du plagiat, mais je viens juste partager les connaissances acquises ces dernières années, tant par la pratique que par certaines formations. Alors j'ai démarré en méditation avec un hindou qui a un ashram dans le sud de l'Inde, au Kerala, qui parlait qu'anglais. Alors au début c'était un peu compliqué, il y avait une traductrice, c'était près de Rennes, mais finalement une fois qu'on est dans cette sérénité, dans cette énergie, le fait que ce soit une langue étrangère, on se connecte très très vite et on arrive vraiment à être dans une pratique et une grande harmonisation se dessine naturellement. Alors moi j'ai vraiment envie de partager parce que je ne suis pas tombée dans la marmite quand j'étais petite, ni par phénomène de mode, parce que la méditation on en entend parler un petit peu à tous les niveaux, il y a à boire et à manger, hein, voilà. J'en suis arrivée là parce que la vie a mis sur ma route, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, des épreuves et qu'au bout d'un moment, la chimie, les médicaments, l'alcool, le tabac, enfin j'ai touché à plein de trucs, ça suffisait plus. Il fallait vraiment trouver une méthode naturelle qui puisse me permettre d'utiliser mes capacités intrinsèques de guérison pour m'en sortir. Et figurez-vous que je pense que si aujourd'hui je suis encore là, c'est vraiment grâce à des techniques telles que la sophrologie, la relaxation, la méditation. Ça a vraiment changé ma vie. Je pratique régulièrement, on va dire quasi quotidiennement, avec les enfants aussi. Et franchement, ça donne des résultats vraiment très intéressants. Donc, je vais essayer de procéder par ordre, de manière à vous donner un maximum d'informations, si possible en 1 heure. Puis, je reste ouverte absolument à toutes les questions. Vous pouvez poser des questions en cours de route, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de convention, hein, on est vraiment là pour être entre nous dans les meilleures conditions possibles. Prenez place, je vous en prie. Et puis, les questions Facebook, il n'y a pas de problème, Jeff me posera les questions, on y répondra dans les meilleures conditions, sachant que probablement je répondrai à une majorité des questions avec tout ce que je vais déjà exposer, vous aurez vos réponses, je pense. Hein. Alors, l'humain, soi-disant, méditerait depuis plus de 2500 ans. Hein, donc, alors, preuve, voilà, c'est par rapport à tout ce qu'on a pu trouver hein, dans certaines civilisations, dans certaines recherches. Alors, sachez aujourd'hui qu'on a quand même en moyenne 60 000 pensées par jour. Alors, on s'étonne que des fois ça chauffe un petit peu là-haut. 60 000 pensées, on a tendance à se poser 5 000 questions. Et les 3/4, c'est les mêmes chaque jour. Donc on rumine par rapport à notre passé, notamment. On rumine par rapport à notre futur. Mais nous sommes très très rarement dans l'instant présent. Pourtant, l'instant présent, c'est vraiment le seul qui soit réel. Et si vous arrivez à vivre pleinement dans l'instant présent, ce qui n'est, voilà, même si on médite, hein, je vous rassure, on est tous à un moment donné dans le passé ou dans le futur, hein, voilà, c'est comme ça, on est juste humain. Mais le fait d'arriver à certains moments dans la journée à se fixer des petites séances, des temps de 10 minutes à 30 minutes par jour de méditation, ça va vraiment vous aider à vous poser, à ne plus être dans cette agitation du mental qui va automatiquement créer un déséquilibre au niveau physique. Donc on reviendra sur ce processus-là un peu plus tard. Alors sachez juste que le cerveau humain, d'un point de vue biologique, d'un point de vue neurologique, n'est absolument pas équipé pour penser positif. Ça, c'est un gros problème. On est fait pour penser négatif. Pourquoi? Parce que les peurs nous sauvent la vie.
Alors aujourd'hui, c'était plus trop le cas dans la civilisation moderne, quoique quand même. Hein. Mais autrefois, du temps des cavernes, on a quand même encore notre cerveau reptilien. Du temps des cavernes, quand même, quand on sortait, il valait mieux avoir peur que de sortir super zen en disant « Ah bah ouais, c'est super le petit oiseau du coin, et d'admirer les rayons du soleil », on risquait notre vie. Donc d'un point de vue survie, il fallait vraiment que l'on garde des peurs, que l'on soit réactif, que l'on ait les hormones du stress qui soient vraiment au top pour nous sauver la vie. Aujourd'hui, c'est le contraire, le stress et ces hormones, en fait, ça crée une oxydation et c'est responsable de nombreuses maladies et aujourd'hui, ça peut nous tuer. Donc il faut vraiment réussir à inverser ce processus et pouvoir un petit peu reprendre un peu tout ça en main pour pouvoir aller dans les meilleures conditions possibles au quotidien et équilibrer notre vie, changer tout ça. Alors, la méditation, en fait, elle est à l'esprit ce que l'exercice physique est au corps. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une gymnastique, une véritable gymnastique, un entraînement de l'esprit. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument, si on veut que ce soit efficace, il ne faut pas se leurrer, il faut pratiquer au quotidien. Ça ne sert à rien d'aller dans un club, d'aller faire des cours de yoga et de pratiquer une fois par semaine ou 2 fois par semaine, ce n'est pas suffisant. Au niveau scientifique, on a remarqué des résultats au bout de 8 semaines de pratique, en moyenne 20 à 30 minutes par jour. D'accord ? Donc, on va dire que c'est faisable quand même, de grignoter 30 minutes sur notre quotidien. Qu'est-ce qu'on peut enlever dans le ménage, dans des choses, des tâches peut-être un petit peu moins importantes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de se bloquer 30 minutes par jour. On peut se bloquer 3 fois 10 minutes. L'efficacité sur le cerveau sera la même. Après, ce qui est super sympa, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à se dégager un certain nombre de semaines, ce timing-là, on va avoir envie et besoin de pratiquer de plus en plus. Donc c'est quelque chose un petit peu comme les gens qui font du sport régulièrement, qui vont aller courir. On a vraiment tellement conscience du bienfait que cela nous procure qu'on va avoir envie d'aller toujours plus loin. Et donc effectivement, après se dégager 30 minutes, ça ne va plus être un souci. Donc, quand je vous parle des 30 minutes par jour, sur 8 semaines de pratique, c'est des effets qui ont été mesurés au niveau cérébral, donc dans les imageries, dans les IRM en fait. Donc c'est purement noté, les effets au niveau du cerveau sont vraiment démontrés par l'imagerie à résonance magnétique dès 8 semaines. Okay, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Bien que tout à l'heure je vais vous donner des résultats d'études avec des groupes qu'on a fait méditer 2 heures par jour. Et là on se dit, on a un petit peu de mal avec l'agitation du quotidien, nous à trouver 2 heures par jour. Mais c'est juste pour nous montrer qu'on a effectivement une transformation réelle sur notre santé, sur notre équilibre physique et mental. Alors, récemment, en fait, c'était fin septembre, il y a eu à Paris un événement unique en France, c'est assez fréquent aux États-Unis, d'ailleurs au Canada. C'était un colloque international sur la santé, la méditation et la conscience. Donc ça, ils ont réuni des médecins, des chercheurs, pour un petit peu mettre les recherches en commun et les effets relatés. Partager cela avec aussi bien des médecins et des chercheurs que le grand public. Donc c'était vraiment ouvert à tout le monde. C'était une journée fabuleuse, très très intéressante, que probablement, je pense qu'ils vont finir par la diffuser sur YouTube. Alors je vais vous donner après la liste d'une partie des intervenants et je vais garder les petites fiches sur le bureau de manière à ce qu'en fin de séance, si vous avez envie de venir consulter les notes, c'est par rapport aux références. Pour voir que, tout ce que je vous raconte, c'est pas des bêtises, il y a des références scientifiques. Vous pourrez soit vous procurer les livres de ces personnes, soit écouter les documentaires en relation sur YouTube, c'est totalement accessible, parfaitement gratuit. Et vous pouvez également accéder à toutes les études scientifiques qui ont été données sur le sujet. Donc je vous donnerai quand même quelques détails sur ces personnages-là, qui sont des gens reconnus au niveau international. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Alsace, à la faculté de médecine de Strasbourg, un diplôme qui est passé par les médecins, qui s'appelle médecine, méditation et neurosciences. Donc c'est franchement formidable qu'enfin en France, on reconnaisse la méditation comme quelque chose qui a un effet médical. Ça a mis des années à venir quand même, mais aujourd'hui, sachez que c'est la seule académie de médecine pour l'instant à proposer ce diplôme-là. Je trouve ça formidable. Le seul problème, c'est que le médecin, il n'a déjà pas le temps de s'occuper de ses patients. Je ne sais pas trop où est-ce qu'il va placer la méditation dans ses rendez-vous, vu le délai qu'on a pour obtenir un rendez-vous. Mais c'est super qu'il puisse s'ouvrir et puis partager les bénéfices avec ses patients. C'est vraiment extraordinaire. Voilà. Alors, méditer, c'est un petit peu, on va dire, s'ouvrir à l'expérience de ce que l'on vit dans l'instant présent. Comme je le disais auparavant, on ne va pas se balader sans arrêt dans le passé, ruminer ce qu'on n'aurait pas dû faire et ce qu'on aurait mieux fait de faire à la place d'eux.
Ce qui est fait, on ne pourra pas le défaire. De toute façon, alors c'est pas la peine de revenir dessus. Donc le fait d'un moment donné de se centrer sur son corps, sur l'instant présent, ça va éviter aux pensées du passé, aux regrets, aux remords, à tout cela, de reprendre le dessus. Parce que quand vous ruminez votre passé, automatiquement, il va y avoir des effets au niveau des hormones du stress, des effets biochimiques qui vont automatiquement avoir un effet oxydatif sur vos cellules, sur la multiplication cellulaire. Et donc on a vraiment tout intérêt à un certain moment à dire attention, stop, là, il faut que je m'arrête, il faut que je me pose. Alors, il y a plusieurs types de méditation, comme je disais avant avec monsieur. Certains disent qu'il y a autant de types de méditation qu'il y a de maîtres. Oui, c'est pas faux. En même temps, on va dire à la base, les personnes qui ont introduit la méditation en France, ça va être le docteur Christophe André qui travaille à l'hôpital Sainte-Anne de Paris, qui a introduit ça dans des services qui gèrent le stress, les peurs, les phobies, toutes ces choses-là, et qui a introduit la méditation pour un petit peu passer le relais aux médicaments. Donc il est vrai petit à petit que les patients passent du traitement chimique au traitement tout simplement naturel, qui est d'utiliser nos propres capacités de guérison. Ça donne plutôt de bons résultats. Il faut savoir que lui a laïcisé, parce qu'à la base la méditation on a plutôt une connotation religieuse un petit peu, et donc le docteur Christophe André a laïcisé la pratique de la méditation en transformant un petit peu le terme. Il a placé les mots méditation de pleine conscience. Donc lui il va vraiment axer la pratique sur le corps, donc on va un petit peu se concentrer sur les ressentis au niveau physique, au niveau musculaire, au niveau articulaire, au niveau respiration bien entendu. On va accueillir tout ce qui se présente, même les douleurs, même les pensées négatives, et avec ça on va essayer d'en faire quelque chose, de les conscientiser. Alors il y a quelqu'un qui s'appelle, que je vous invite vraiment à écouter sur YouTube, c'est David Lefrançois, qui est un chercheur en neurosciences, qui fait beaucoup de coaching. Il écrit il fait des tutos formidables. Et donc lui, il a remarqué que quand on se concentrait sur les émotions, alors souvent on se dit, moi je commence à méditer, je cogite encore 10 fois plus qu'avant, c'est une catastrophe, je me sens 1000 fois plus mal. Oui, au début bien sûr, mais après on apprend vraiment à apprivoiser ses émotions, à en faire quelque chose. Et donc David Lefrançois, dans ses recherches avec d'autres collaborateurs, a remarqué que si maintenant on accueille l'émotion, par exemple la peur, puisque c'est quand même une émotion dominante chez nous tous, et qu'on la nomme, on va dire maintenant j'ai peur de perdre mon travail parce que la conjoncture actuelle est particulièrement compliquée. En nommant l'émotion, sans la refouler, en l'acceptant, ça va passer de l'amygdale, qui est une petite zone du cerveau qui s'allume constamment quand on est dans une émotion, qu'on a la sensation d'exploser, de péter les plombs. Cette petite amygdale là qui s'allume sous l'émotion, le fait de nommer, ça va passer l'info au niveau du cortex préfrontal. Et là, ça va automatiquement classer et apaiser en fait ces sensations-là. Donc c'est vraiment important de ne pas rejeter, de ne pas dire non, ça c'est un truc, c'est pas grave, je ne veux surtout pas le ressentir. Idem avec la douleur, c'est vraiment quelque chose que Christophe André dans ses méditations appelle à vivre pleinement. Aussi désagréable que sur le moment ça puisse paraître, après on arrive à l'accepter, à l'accueillir et à en faire quelque chose d'agréable. Donc par rapport à ça, aujourd'hui, j'aborderai en fait que 2 types de méditation. On a entendu parler pas mal de la méditation transcendantale aussi. Donc la pleine conscience amène à se rapprocher du corps. La méditation transcendantale appelle à transcender. Transcender, ça veut dire un petit peu passer au-dessus de soi. Donc à se connecter un petit peu à autre chose qu'à son corps. On ne va pas du tout se retourner vers soi. La méditation transcendantale, elle a été très très à la mode à une époque, et c'est les Beatles qui l'ont un petit peu boosté. Ça nous a tous fait bien marrer d'ailleurs, parce qu'on s'est dit il faut avoir fumé pour pouvoir pratiquer. Non, absolument pas. C'est quelque chose qu'aujourd'hui on peut pratiquer en n'étant pas forcément perché, mais vous pouvez pratiquer en écoutant des musiques particulières qui... je vous laisserai d'ailleurs les coordonnées de certains sites. C'est des musiques qui vont vous envoyer des ondes, qui vont modifier votre vibration au niveau cérébral et qui vont vous apaiser. Soit de jouer sur la fluctuation des émotions, soit de jouer sur vos capacités à vous concentrer, à mémoriser. Donc tout ça, donc si maintenant on va pratiquer sur ces ondes musicales-là, on va être dans une méditation dite transcendantale. Si vous écoutez des chansons telles que Deva Prima ou Devi Prayer aussi, qui sont un petit peu avec des mantras, c'est des chanteuses qui ont une voix fabuleuse, qui vous transportent de manière merveilleuse. C'est quelque chose qui va effectivement aider l'esprit à transcender, à passer un petit peu au-delà du corps. Vous allez avoir l'impression de flotter quelque peu. Et c'est quelque chose qui va
Ça nous donne un petit peu l'impression de décoller. Mais sachez, jusqu'au niveau des études scientifiques, on a remarqué que la méditation transcendantale était parfois plus efficace que la méditation dite de pleine conscience. Sauf que exposer ça au grand public, c'est un petit peu compliqué, parce qu'on va encore nous traiter de perchés, comme d'habitude. Donc, notamment par rapport à l'hypertension artérielle, il y a des meilleurs résultats de données au niveau de la méditation transcendantale qu'au niveau de la méditation de pleine conscience. On reviendra de toute façon par la suite sur les différentes études. Alors, moi, avant de poursuivre, j'aimerais quand même vous reparler des références, parce que vous allez me dire, oui, je vais vous balancer plein d'infos, mais est-ce que je ne vous raconte pas des conneries? Donc, non. Comme je disais avant, donc je vous ai parlé du psychiatre Christophe André. Donc je reviens vite fait dessus, qui exerce dans le service hospitalo-universitaire de l'hôpital Sainte-Anne de Paris. Donc il dirige une unité spécialisée dans le traitement des troubles anxieux et phobiques. Donc en fait, il tente d'instaurer la méditation comme une alternative aux psychotropes, ce qui est franchement une bonne nouvelle. Pour nous, oui, pour les labos, pas trop. Hein. Et donc, comme je vous l'ai dit auparavant, il a laïcisé la pratique de la méditation. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances, de spiritualité, de croyances particulières pour méditer. Hein. Vous pouvez franchement méditer, quelles que soient vos croyances. Alors, à la base, c'est Jon Kabat-Zinn, un Américain, qui a lancé un petit peu la mode de la méditation, au-delà du côté bouddhiste et puis hindouiste. Alors lui, en fait, Jon Kabat-Zinn, c'est un biologiste, il est professeur en médecine, il a écrit de nombreux ouvrages que vous pourrez consulter assez facilement, même en audio-livre sur YouTube. Il a fondé et il dirige la clinique de réduction du stress, il enseigne la méditation de pleine conscience à l'université et à l'école de médecine du Massachusetts. En fait, ça a été le premier, lui, à lancer la méditation, la méditation et à en voir les bénéfices sur la santé, déjà dans les années 70. Hein, donc c'est franchement bateau frère. Aujourd'hui, on est en 2019, on en parle en France depuis une dizaine d'années, on va dire. Bon, le mot tard que jamais. Donc lui, on va dire, Jon Kabat-Zinn, c'est l'un des fondateurs de la médecine corps-esprit. Donc là, on est dans un principe de médecine holistique. La médecine holistique, c'est une médecine qui va tenir compte de la totalité de l'individu, de l'être humain, donc aussi bien de l'esprit que du corps. Et on ne peut pas nous dissocier, c'est pas possible. À partir du moment où on s'occupe que de l'esprit, il y a des trucs qui ne vont pas aller, il va falloir vraiment constamment garder l'esprit en contact avec le corps, ou le corps en contact avec l'esprit, pour garder un certain équilibre. Non, ça, c'est pas possible. Aujourd'hui, on trouve des spécialités, ouais, c'est super, on a le cardiologue, on a le pneumologue, on a le neurologue, on a le gastro-entérologue. Chacun a ses petits morceaux, mais en fin de compte, on se rend compte qu'on n'arrive pas à les lier. À partir du moment où on va rentrer dans une médecine quantique ou une médecine holistique, on va coller les morceaux, parce qu'on est quand même des êtres à part entière, hein, on ne va pas nous couper en petits morceaux sans arrêt. Et là, on se rend compte qu'on va vachement mieux. Donc ça vaut le coup, ça prend du temps, hein, c'est pas réglé en un claquement de doigts, mais on arrive vraiment avec une médecine holistique à de très très bons résultats. Voilà. Donc je laisse, comme je vous l'ai dit, les petites fiches à disposition. Je vais revenir sur les intervenants qui sont venus interagir dans le colloque à Paris récemment. Donc il y a eu Mathieu Ricard, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Donc c'est un Français, hein, qui est docteur en génétique cellulaire et puis qui finalement s'est engagé dans le bouddhisme. Alors lui, il est vraiment dans le côté bouddhiste à fond, hein, parce qu'il a la tenue, il s'est rasé le crâne. Quand on le voit, on a vraiment l'impression que le monde n'est que beauté et merveille, ce qui est le cas dans certains domaines quand même. Hein. Tout n'est pas franchement à rejeter. Alors lui, ce qui est génial, c'est que de par sa formation scientifique, on l'écoute. Et en fait, il a passé de nombreuses heures dans les IRM et on a réellement vu les effets de la transformation que la méditation a pu créer au niveau de son cerveau. Et ça a été impressionnant. Donc, par rapport au cerveau, c'est une des dernières parties que j'aborderai parce que c'est quand même assez intéressant et assez important. Donc lui, en fait, il est un membre actif de l'Institute Mind and Life qui a été fondé par le Dalai Lama et puis 2 autres collaborateurs. Donc c'est vrai qu'il ne passe pas beaucoup de temps en France, hormis quand il vient s'amuser dans les IRM du côté de chez nous. Alors bien sûr, ces instituts vont chercher à démontrer que la méditation a un effet scientifiquement reconnu sur le cerveau, le corps, la santé en général, et aujourd'hui, comme on le sait, comme on l'entend de plus en plus, sur le vieillissement, ce qui est fabuleux. Alors, je tiens aussi à venir, je ne vous ferai pas tous les intervenants, mais quand même c'est juste pour vous montrer que voilà, il y a des grands de ce monde qui s'y intéressent et que ça vaut la peine de se pencher dessus. Il y a le docteur Frédéric Salman qui a écrit des livres très intéressants.
Alors lui, il intervient sur la prévention du vieillissement par son action aussi auprès du grand public que dans la recherche. Donc bien entendu, on ne va pas raconter de bêtises, méditez tous les jours, si vous mangez des cochonneries, ça ne servira à rien. En parallèle, il y a quand même une bonne partie de ce que vous donnez comme nourriture à votre corps. Il n'y a pas que la nourriture de l'esprit, il va falloir être raisonnable. On peut nourrir son esprit de belles pensées, de choses fabuleuses. Comme on disait avant, les pensées positives, c'est pas facile, il y a des exercices pour. Si vous nourrissez votre corps de chips et de frites à longueur de journée, comme je l'ai fait à une époque, je le reconnais, ça va pas être top. Donc à ce niveau-là, il va vraiment, les intervenants ont bien mis l'accent sur le fait qu'une alimentation équilibrée, si possible pauvre en viande. Absence de viande, ça c'est chacun fait comme il veut. Hein. Si possible pauvre en viande, riche en bonne graisse, et puis c'est vraiment très très important. Ça va être 50% ça va conditionner 50% de la réussite. Donc par rapport à cela, je vous invite vraiment à consulter les références du docteur Salman, c'est assez impressionnant. Il y a aussi, alors elle est fabuleuse, Elizabeth Blackburn. Aujourd'hui, on a des extraits, des articles dans toutes les revues, hein, des revues accessibles au grand public, comme les plus grandes revues scientifiques et médicales. Elizabeth Blackburn, c'est une grande chercheuse des États-Unis, bien sûr, puisque les plus grands, souvent, ils partent là-bas, qui intervient quand même à l'Institut Curie de Paris. Donc on a la chance que de temps en temps, elle vienne un petit peu se mêler de nos recherches dans nos laboratoires. Alors elle a obtenu le prix Nobel de médecine dans les années, en 2009, hein, pas dans les années. Et elle a été reconnue, donc en 2007, elle est nommée comme l'une des 100 personnalités les plus influentes par le Times. Donc c'est quand même une nana. Quand elle raconte un truc, on l'écoute, hein, on va la respecter, tant la communauté des hommes que des femmes. Donc elle a prouvé l'existence de la télomérase. La télomérase, c'est une enzyme particulière qui va en fait jouer au niveau de notre ADN et de nos chromosomes. Et il faut savoir qu'en fait, quand on vieillit, on a à l'extrémité de nos chromosomes comme des petits capuchons, un petit peu comme les petits embouts de plastique qu'on a au bout de nos lacets. Et plus on vieillit, plus les années passent, plus on est stressé, plus on consomme des cochonneries, plus ces petits embouts vont en fait se rétrécir, s'abîmer, s'user. Et plus notre vieillissement va être accéléré à tous les niveaux. Ça va jouer sur la duplication cellulaire, ça va jouer sur notre capacité à attraper des cancers, des maladies neurodégénératives et toutes ces choses-là. Et donc elle a fait de nombreuses recherches concernant les effets de la méditation sur le fait de produire davantage de cette fameuse enzyme, la télomérase. Et quand on produit davantage de cette fameuse enzyme, on peut rallonger ces petits embouts, ces télomères, et donc ralentir le vieillissement. Et apparemment, même un truc assez incroyable, c'est inverser le processus. Voilà, c'est assez fabuleux. Alors vous allez me dire, ouais, il faut que je médite 10 heures par jour. En effet, bon. Alors on a eu des super résultats sur des groupes qui ont été isolés pendant 3 mois, à faire des pratiques assez intensives. Mais là, on est dans des pratiques intensives sur des périodes courtes. Mais si vous décidez de pratiquer régulièrement sur des périodes longues, croyez-moi, vous allez avoir des effets aussi. Alors, sachez juste que par rapport à tous ces intervenants scientifiques ou médecins, on nous a quand même dit qu'il y a de fortes chances que d'ici à quelques années, la méditation soit prescrite sur ordonnance et remboursée. Donc, yes, on va se dire que ça va être comme l'ostéopathie. Ça aura mis du temps à arriver au niveau des mutuelles, mais quand même, ils se rendent vraiment compte que ça fait un effet réellement bénéfique sur notre santé. Alors, je viens au niveau du docteur Eben Alexander. Alors, Jeff a peut-être son livre en boutique. C'est quelqu'un qui est revenu de loin, en fait. C'est un neurochirurgien qui a attrapé une méningite en 2008, une méningite bactérienne, et les médecins l'avaient condamné. Il y avait 2% de chance de survie, et puis encore, s'il survivait, c'était dans un état végétatif enfin, assez catastrophique. Bah écoutez, on l'a vu à Paris, il a fait une intervention fabuleuse, il était en pleine forme, hein, bien que condamné par tous les médecins. Il est revenu de loin puisqu'il a fait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Il a compris énormément de choses et là aussi, il a de nombreuses choses à nous expliquer sur notre conscience et sur la manière dont on peut nous changer les choses dans notre existence. On n'est pas des statistiques. C'est pas la peine de croire à certaines personnes quand on vous dit ah, mais il vous reste 3 mois à vivre, ah ben non, vous avez tant et tant de chances de survie. Personne ne peut dire combien de temps il vous reste à vivre sur cette planète. Personne ne peut vous rentrer dans une petite case, un petit fromage, vous n'êtes pas des statistiques, vous êtes bien plus que ça. Et si vous décidez de vous battre et d'avancer, si c'est pas votre choix d'âme de partir, vous avez des possibilités de vous battre et puis d'inverser les processus. Il faut vraiment, vraiment y croire.
Et donc là aussi on revient donc, sur ce qu'on avait dit, la capacité de développer la pensée créatrice et positive que l'on peut bien entendu développer dans les exercices de méditation. Et après ça devient quelque chose qui peut être presque comme un réflexe au quotidien. Donc il y a aussi eu l'intervention de quelqu'un que Jeff connaît bien d'ailleurs parce qu'on l'a vu en conférence à Douarnenez il y a quelques années, le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui est médecin anesthésiste réanimateur, conférencier, qui travaille encore au bloc opératoire et qui fait de nombreuses interventions à l'international. Donc là aussi, lui, il a écrit de nombreux ouvrages sur la conscience, le pouvoir de l'esprit et la manière dont on peut effectivement reprendre notre vie en main et transformer les choses. Donc je vous invite aussi à consulter tant ces ouvrages que les documentaires accessibles totalement gratuitement sur Internet. Et là aussi, je vous laisserai les petites fiches à disposition. Alors, nous allons revenir juste quelques instants sur la pratique. Alors, vous allez me dire, ok, donc méditer, c'est super, on entend beaucoup parler. Donc, je vais m'asseoir sur mon petit sur mon petit coussin de méditation en tailleur. Et au bout de 5 minutes, j'ai tellement mal aux hanches et aux genoux que j'ai juste une envie, c'est de me lever et de partir. Sans parler des pensées qui viennent se bousculer dans mon esprit. Donc, sachez juste que la méditation ayant quand même trouvé ses sources dans des civilisations où les gens vivent au sol, vous n'êtes pas obligé de méditer en tailleur sur un coussin. Si vous êtes bien sur votre coussin, vous méditez sur votre coussin. Mais généralement, en fait, ici, enfin, de manière occidentale, on va plutôt méditer assis sur une chaise. Souvent, alors moi c'est vrai que quand je pratiquais avec certaines personnes qui sont là, j'avais acheté des transats bien confortables pour les groupes quand on méditait, on se relaxait. Si on s'endort, c'est pas grave, c'est que le corps a besoin de récupérer, hein, c'est tout. Mais vous pouvez méditer en marchant, vous pouvez méditer debout, en étant stable, statique, tout simplement. Vous pouvez, contrairement à ce que l'on dit, à ce que disent certains spécialistes, coucher. Alors moi, je suis pas du tout pour dire non, faut pas méditer couché, c'est pas bien. Ok, on sait bien qu'on est connecté avec la terre quand on a les 2 pieds sur le sol, qu'on est connecté avec le divin lorsque l'on a la tête bien droite. Enfin, les énergies sont pas débiles et elles sont suffisamment puissantes pour venir à vous, que vous soyez debout, couché, quelle que soit la position, c'est suffisamment puissant. Hein. Et puis quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a des problèmes de santé, quelqu'un qui n'est pas bien dans son corps, on ne va pas lui dire « ben non, toi, tu n'as pas le droit de méditer ». Là, je ne suis pas d'accord avec ça. La méditation, c'est pour tout le monde, il n'y a pas d'âge. Et si vous avez envie de méditer allongé, ben vous méditez allongé, un point c'est tout. De toute façon, on est hors convention, donc chacun va méditer en fonction de en fonction de son état, en fait. Hein. Il y a des jours où vous serez bien assis, il y a d'autres jours où vous serez mieux couché. Donc voilà, arrêtez de vous mettre la pression pour quelque chose qui doit juste vous apporter du bien-être et du plaisir. Donc par rapport à cela, on pratique maintenant une méditation en marchant, d'ailleurs les moines bouddhistes aussi, et les résultats sont assez intéressants quand vous allez vous promener dans la forêt et que vous vous centrez sur votre souffle. Alors, à la base, le docteur Christophe André disait que pour méditer, il faut se fixer. Alors, fixer son attention sur une cible mouvante. C'est quoi une cible mouvante? Alors, vous allez me dire, vous allez peut-être penser à quelque chose d'extérieur. Par exemple, la mer. Hein, chez vous, ça va être sympa hein, parce que vous avez l'océan, donc c'est franchement génial. Il y a d'autres endroits où on va voir la flamme d'une bougie. Et la flamme d'une bougie, c'est franchement très efficace parce que c'est quelque chose de apaisant, naturellement apaisant. Mais en fait, au niveau médical, d'un point de vue de la méditation de pleine conscience, on va parler de la respiration. Parce que le flux de l'air, c'est quelque chose qui fait partie de vous et que vous allez pouvoir conscientiser, que vous allez pouvoir réguler. Et ça va naturellement vous apaiser quand vous allez prendre le contrôle du souffle, prendre conscience de la fraîcheur de l'air à l'inspiration, de la chaleur de l'air qui ressort. Et vous allez pouvoir, pour apaiser la fluctuation des pensées négatives, placer des mots. Alors qu'est-ce qu'on fait pour apaiser les phrases qui tournoient dans notre esprit? On va placer des mots, donc positifs à l'inspiration. J'inspire le calme, la détente, la sérénité. J'expire mes tensions, mes peurs, mes contrariétés. Alors au début, on arrivera à placer 2-3 mots. Quand on est habitué à méditer, on va pouvoir placer 4, 5, 6 mots. Et là, on voit qu'on gagne en capacité pulmonaire. C'est quand même intéressant parce qu'en 3 jours déjà, vous allez voir, si vous faites 3 jours de méditation, 20-30 minutes, vous allez tout de suite voir les effets. On gagne vraiment en capacité pulmonaire. On va gagner au niveau de notre réactivité. Je veux dire, on va avoir l'esprit un petit peu plus clair, plus lucide, et on va vraiment avoir envie d'aller plus loin. Alors sachez juste que la respiration, c'est un outil fabuleux, gratuit, on ne peut pas l'oublier, et que au-delà du fait que ça va pouvoir vous apaiser, de reprendre ce contrôle un petit peu sur vous-même, le fait de respirer, donc il va falloir absolument concentrer la respiration sur l'abdomen, inspirer en gonflant le ventre et pas l'inverse comme le font beaucoup de personnes, malheureusement surtout les adultes, hein, les enfants c'est pas le cas. Expirer en contractant un maximum la ceinture abdominale et c'est pas donné à tout le monde, croyez-moi.
Alors sachez juste, un petit outil sympathique que nous on aime bien, les femmes surtout, c'est que les lymphologistes ont sorti une étude géniale, c'est que quand vous faites une respiration complète au niveau abdominal, vous multipliez par 15 la capacité de votre système lymphatique à éliminer les déchets et les toxines. C'est quand même génial. Hein. Donc ils ont mis des nanoparticules au niveau de notre système lymphatique et ils ont remarqué que cette respiration pouvait vraiment nous aider à éliminer, sachant que souvent quand on est comme ça statique, eh ben, on a une certaine paresse qui s'installe au niveau lymphatique et surtout si on a un travail de bureau, c'est vraiment capital de pouvoir développer un petit peu cette capacité respiratoire et de concentration. Voilà. Alors, on va donc s'ouvrir à quelque chose de différent, on va transformer notre relation au corps, on va prendre le dessus et on va simplement orienter nos pensées vers nous. Et ensuite, une fois qu'on a orienté nos pensées vers nous, on peut éventuellement, dans une même séance de méditation, passer de notre corps à quelque chose de, on va dire, plus transcendantal, en centrant son esprit sur une musique, le chant des oiseaux ou autre chose, quelque chose que, si on est en plein air, ça va être beaucoup plus facile en fait. Hein. Donc là, j'aimerais venir un petit peu sur, au niveau médical, on va revenir parce que c'était quand même la majorité des questions viennent quand même généralement là-dessus. Donc une étude américaine en 2011, donc là aussi ça date, il y en a eu d'autres depuis, a montré en fait que la méditation était aussi efficace que la morphine. Alors c'est paru dans le Journal of Neuroscience. Alors sachez qu'aujourd'hui il y a quand même plus de entre 800 et 1000 études à l'heure actuelle qui ont prouvé l'efficacité de la méditation sur la santé. C'est toujours systématiquement paru dans des journaux dits à comité. Les journaux à comité, ce sont des journaux qui, avant que l'article ne paraisse, sont validés par des comités scientifiques. Ça veut dire que les gars ne sont pas vérifiés, la véracité de la parution, ils ne vont pas le faire paraître. Donc moi, ce que je vous donne comme info, oui Jeff ? Oui, tu disais que... en fait, ce que tu veux dire, c'est que la méditation, c'est bon pour tout le monde. Oui. Voilà, et justement, il y a une question de Daniel qui demandait à partir de quel âge on peut commencer à méditer. À partir du moment où l'enfant est capable de rester quelque peu immobile, alors je dirais, moi j'ai démarré avec les maternelles, ça a été un peu compliqué. Alors disons qu'il faut réduire il faut s'adapter à l'âge de l'enfant à 3 ans. On peut intégrer ça à 3 ans. À partir de 3 ans ? Ouais. D'accord. Voilà, c'était une question de Daniel de Maréchal. Voilà. Donc, si maintenant on commence avec des petits, on va faire ça d'une manière très ludique. Hein, ils ne vont pas rester assis. Ils aiment bien, quoique le tailleur, ils aimaient bien, parce que j'ai travaillé pour la mairie de Gourin pendant 2 ans. Pour le petit, on va travailler souvent allongé, on va poser un doudou au niveau du ventre et on va demander à l'enfant d'observer la fluctuation de l'air. Donc le doudou il monte, j'inspire, le doudou il descend, j'expire, et là ça va obliger l'enfant à garder une certaine capacité à se concentrer, à apprécier l'immobilité en fixant l'attention sur quelque chose, et ça va vraiment aider à développer les capacités de concentration. Donc ça c'est un petit aparté. Merci. Merci pour cette question. Donc j'en étais où ? Voilà, j'en étais dans la douleur. Donc cette étude, en fait, ils ont pris des cobayes, ils ont infligé une brûlure à la jambe, donc ils étaient volontaires hein, quand même. On n'a pas fait sur des animaux, donc c'est top. Donc il faut savoir qu'au moment où ils ont infligé la brûlure à ces personnes, ils les ont quand même placées dans des IRM hein, pour voir un petit peu la zone du cerveau qui s'allumait. Et donc ils savaient déjà comment réagissait le cerveau quand on injecte de la morphine en cas de douleur. Donc là, ils voyaient un petit peu comment les zones réagissaient. Et donc ils ont effectivement vu que le cerveau réagissait de la même manière à l'injection de morphine et à la pratique de méditation. Donc bien sûr, hein, c'est des gens qui ont médité, voilà, qui ont déjà pratiqué un certain temps. Mais quand même, je trouve que c'est des très bonnes nouvelles. Alors on a également eu des résultats très intéressants sur l'inflammation. Donc on est quand même dans une ère où beaucoup d'entre nous ont très mal au dos, jeunes et moins jeunes. Et là aussi, à condition que vous ne pratiquiez pas dans une position qui ne vous convienne pas, hein, on revient sur la position du lotus, hein, ça peut être super pour certains, ça peut être de la torture pour d'autres. On a vraiment une réduction réelle des marqueurs de l'inflammation. Lorsque l'on fait des bilans sanguins sur des méditants confirmés, on va avoir vraiment un impact au niveau des marqueurs de l'inflammation. Donc, la personne qui médite va effectivement avoir des capacités de réduire la douleur et l'inflammation de manière significative. Modification biologique notée après 8 heures de pratique. Donc, hein, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. C'est une étude internationale, je reviens quand même dessus, qui nous vient de l'université de Lyon, de Barcelone et du Wisconsin-Madison. Donc, différents pays se sont mis ensemble. Et voilà, les résultats sont là, encore une fois, scientifiquement prouvés. Je n'ai absolument rien inventé. Alors,
est-ce que, en attendant de passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe, certains d'entre vous auraient des questions? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui doivent partir un petit peu plus tôt dans la salle. Oui, Jeff? Bah justement, dans le titre, on parlait de la différence entre la méditation et la sophrologie. Ah, Donc si tu pouvais développer un petit peu. ouais. Alors, en sophro, comme en yoga, comme en qigong ou en tai chi, on a à un moment donné toujours des pratiques qui se rapprochent de la méditation et qui nous mettent en état de méditation, on va dire. Méditation, c'est quoi? C'est une gymnastique de l'esprit, comme je l'ai dit auparavant. C'est une manière de concentrer son attention sur soi ou sur un facteur extérieur éventuellement. Donc en sophrologie, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, on est dans un système dit de scan corporel. On va conscientiser notre corps, donc souvent on part, on va dire la tête, on va relâcher la boîte crânienne, on va relâcher les vertèbres cervicales, les muscles du visage, la mâchoire, on va se concentrer sur la respiration. Petit à petit, on va descendre et puis scanner d'un point de vue conscient les différentes parties du corps. On va dire je relâche l'épaule droite, l'épaule gauche, le cou, les bras, les épaules. Donc quelque part, ça nous met dans un état de méditation. Donc même si le sophrologue ne va pas dire je suis en train de faire de la méditation avec mon client, c'est quand même pour moi, alors ça c'est mon point de vue, ce ne sera pas le point de vue de tout le monde, hein, ça n'appartient qu'à moi, pour moi ça fait partie des pratiques méditatives. À partir du moment où la personne se pose, à partir du moment où la personne tourne son attention vers elle-même et vers son corps. Voilà. D'accord. Oui. Il y a Daniel qui repose une autre question. La méditation peut-elle s'effectuer pour les handicapés mentaux? C'est compliqué. Oui, mais tout dépend du handicap. Alors, j'ai pas encore abordé le sujet. Contre-indication de la méditation. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais il y en a. Donc, quelqu'un qui a des troubles anxieux dans l'immobilité, quelqu'un qui est psychotique, quelqu'un qui a des idées suicidaires, on ne va pas le faire méditer. Ça ne va pas être bon de le mettre face à ses pensées, ça ne va pas être bon de le faire intérioriser certaines choses. Donc, un handicap mental, il va vraiment falloir étudier le cas par cas et il va falloir que ce soit un suivi médical. Et là, pour moi, il va falloir rentrer impérativement dans une méditation dite de pleine conscience et faire ça avec un médecin. Voilà, mais un handicapé mental, il peut pas. Ça dépend du degré du handicap. Ouais. Il y a des handicapés mentaux qui peuvent s'exprimer. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui est capable de comprendre les mots, de différencier les différentes parties de son corps. Voilà. Et sachant qu'il y a des handicapés mentaux. Conscientiser son corps plutôt, non? Conscientiser son corps en partie, au moins. Il y a des handicapés mentaux qui, en fait, ne peuvent pas parler, ne peuvent pas s'exprimer, mais qui intérieurement ont quand même des notions très précises de leur corps. Quand on les touche, il y a des réactions pareilles. C'est toujours au niveau des IRM qu'on peut voir quelles sont les zones du cerveau qui vont s'allumer quand on touche. Et les autistes? Les autistes, c'est aussi des degrés différents. Donc là, à partir de là, moi je ne rentrerai pas dans le sujet parce que je ne suis pas suffisamment formée et compétente pour détailler ça. D'accord. Par contre, effectivement, se tourner vers des spécialistes tels que des gens qui pratiquent dans les hôpitaux, là il y aura peut-être des réponses, sachant que, alors moi j'ai quand même des clients qui sortent d'hôpitaux psychiatriques, notamment des ados. Ils placent la sophro dans les hôpitaux psy, mais ils ne placent pas la méditation encore. C'est encore assez délicat. Parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Ceci dit, à côté des médicaments, la liste des effets secondaires en méditation, elle va être comme ça. Au niveau psychotrope, elle va être comme ça. Il ne faut pas se leurrer. Voilà. Donc là, j'invite vraiment Daniel à se tourner vers un médecin qui pratique, et pourquoi pas vers l'Académie de médecine de Strasbourg, parce que moi je pense qu'ils ont une liste de médecins qui peuvent répondre à ça. Moi personnellement, donc là, pour l'instant, je ne peux pas répondre à ça. J'espère un jour pouvoir. Une autre question, combien de temps doit durer une séance de méditation? C'est une question de Laurence. Au moins 20 minutes. D'accord. Voilà. C'est l'idéal quand on commence pour pouvoir bénéficier vraiment, enfin apprendre à maîtriser. Après, une fois qu'on comprend comment ça se passe, une fois qu'on sait gérer tout ça, on peut se dire je pratique 10 minutes matin, 10 minutes midi, 10 minutes le soir. On arrive à obtenir des effets déjà, mais il faut quand même avoir un certain entraînement. D'accord. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre un petit peu. Il y avait une question. Ah oui, pardon. Excusez-moi, j'ai appris que vous parliez d'équilibre alimentaire tout à l'heure et vous avez dit qu'il faut limiter la viande. Mais oui. C'est pas toutes les protéines animales, ce n'est que la viande. Alors, oui, quand vous dites protéines animales, vous parlez du fromage et de tout ça. Alors,
c'est propre à chacun, je dirais. Hein. Je veux dire, au niveau de l'alimentation, bah aussi aujourd'hui, bah, le poisson c'est bourré de mercure, la viande c'est voilà, ceci, cela. On a des élevages super au niveau d'animaux en plein air, au niveau bio, on a d'autres élevages catastrophiques. Là, c'est à nous tous de faire la différence. Hein. Et à un moment donné, si on est dans la frustration parce qu'on doit impérativement, parce que monsieur X nous a dit qu'il fallait plus manger ça et qu'on est hyper stressé parce qu'on doit se priver d'un truc qu'on adore, il faut être réaliste. Je pense qu'il faut agir en son âme et conscience, y aller progressivement et pas plonger de manière draconienne dans un changement. Il faut vraiment y aller respectueusement et progressivement en accord avec soi-même. Après, les protéines animales, bah ouais, il y a du pour et du contre. Hein. À la base, l'humain est omnivore. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on vit en meilleure santé et plus longtemps si on évite certains aliments. Je pense qu'il y a des tas de choses qu'on nous a appris il y a 10 ans qui sont plus valables aujourd'hui. Il y a des choses qu'on nous a appris il y a 2 ans qui sont encore plus valables aujourd'hui. La recherche progresse à tous les niveaux. Ce qu'on a pu nous dire, là par exemple, je reviens sur le colloque à Paris de fin septembre, ils ont mis en avant les bienfaits du jeûne à tous les niveaux. Donc quand je dis jeûne, c'est pas forcément partir 8 jours sans rien manger, c'est au moins 14 heures d'affilée, hein, on a vraiment un effet très bénéfique sur la santé. Les groupes d'études là, qui ont donné des super résultats par rapport à la méditation, dont je vais venir plus en détail, c'est aussi des gens à qui on avait retiré la viande. Donc effectivement, on a vu des super effets au niveau cérébral quand on avait retiré l'alimentation carnée, ça c'est clair. Mais après, c'est pas parce que vous allez de temps en temps manger un morceau de viande ou du poulet fermier que ça va raccourcir votre espérance de vie. À un moment donné, vous savez, pour moi, il ne faut pas être dans l'extrême. Il faut être juste en accord avec vous. Si pour vous, ça vous fait du mal de manger de la viande, ben vous arrêtez la viande. Si à un moment donné, vous éprouvez du plaisir à manger un morceau de viande, ben ma foi. Alors ça ne va pas plaire à certains. Hein. Tant pis, c'est pas grave, je ne suis pas là pour plaire, hein. Je suis juste là pour informer. Faites en accord avec votre esprit, votre cœur. C'est tout. Voilà. Moi, pour l'instant, je n'ai pas arrêté la viande. Je l'avais arrêté pendant 6 mois. Je n'ai pas tenu. Donc aujourd'hui, il y a des tas de viande que je ne mange plus. J'essaie de manger du poulet fermier, des œufs fermiers ou quelque chose où l'animal n'a pas dû faire des kilomètres en camion. Et j'espère vraiment pouvoir arrêter totalement. Et je sais que je serai beaucoup plus en paix parce qu'effectivement, consommer de la nourriture, par exemple un animal qui était dans un état de stress, le taux vibratoire de la nourriture, il ne va pas être bon pour vous. Donc effectivement, on ne peut pas être en bonne santé si on consomme un aliment dont le taux vibratoire est bas parce que l'animal a subi des états de stress et tout ça. Donc, on le sait, tout comme il y a marqué sur le paquet de cigarettes que ça vous tue, on le sait, on le fait quand même. Voilà. À un moment donné, il faut nous laisser à tous le temps d'évoluer à notre propre rythme et puis ne pas vouloir rentrer dans des cases parce que machin a dit que le truc et que ça c'était bon. Vous faites de votre mieux, chacun fait comme il peut. Quoi. Voilà. Hein. Faut pas culpabiliser, faites comme vous pouvez. En votre âme et conscience, tout simplement. Voilà. Bien. Alors. On va un petit peu avancer sur le sommeil. Alors le sommeil, c'est un petit problème qu'on a tous. Et puis moi, cette nuit, je peux vous dire que grâce à Jeff, j'ai très mal dormi. À 4h du matin, je me suis réveillée parce que monsieur avait dit qu'il allait filmer la conférence sur Facebook et j'ai dit non, je veux pas, je peux pas, ça m'empêche de dormir. Alors pour une soirée relaxologue, c'est pas top. Qu'est-ce que j'ai fait d'après vous? Donc, j'ai médité. J'ai médité. Je ne suis pas allée puiser dans la réserve de roman rangé de Jeff. J'ai médité. Enfin, j'ai tenté le coup. C'était très dur parce qu'effectivement quand on se réveille la nuit méditer, l'esprit est fatigué, le corps aussi, donc effectivement je me suis mise en position allongée, j'ai placé mes mains sur mon ventre et j'ai fait comme on fait avec les enfants, j'ai observé la fluctuation de l'air. Ça m'a apaisée parce qu'effectivement au lieu de penser à cette fichue caméra qui ne me lâche pas, sans parler de lumière, j'ai concentré tout mon esprit sur la fluctuation de la vague respiratoire. Ça m'a vraiment apaisée, je me suis dit hop, j'inspire le calme, la détente. Après, finalement, je me suis... Alors vous allez me dire, est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que j'ai fait des bêtises, hein, comme tout le monde, j'ai encore des tas de choses à apprendre. Sur mon téléphone, j'ai des musiques, et comme je vous disais avant, là, j'ai des références de musique scientifiquement reconnues pour modifier nos ondes cérébrales. Donc, manque de peau, je n'ai pas utilisé la bonne musique. J'ai utilisé une acoustique sacrée qui mettait l'esprit en éveil et non pas en état de sommeil. Donc du coup, moi, je fais ma petite méditation, j'allume ma musique, et effectivement, à 5h du matin, j'étais toujours encore très... réveillée plus que jamais. D'ailleurs, j'avais envie de me lever. Je me suis dit non, ce soir on se couche tard, je dois être au top au niveau cérébral. Et je ne me suis pas rendormie avant 6h du matin. Donc là aussi, ça prouve les effets. Hein, quand j'ai regardé la différence de hertz que la musique m'envoyait au niveau cérébral, je me suis dit ça marche quand même vachement bien leur truc. Donc quand vous méditez, faites attention à ce que vous écoutez comme musique aussi. Parce qu'effectivement,
selon le type de musique, vous allez avoir soit l'esprit qui va se mettre en état de veille, d'apaisement, de conscience modifiée, comme un sophro, soit vous allez avoir l'esprit qui va se dire « Ah bah ouais, chouette, ça me réveille, ça me donne envie de penser à plein de trucs. » Donc quand bien même je centrais sur mon corps, sur tout cela, bah, j'étais plus du tout dans un état prête à me rendormir, c'était assez compliqué. Donc pour venir sur le sommeil, sachez que parfois vous êtes nombreux et nombreuses à pratiquer yoga, tai chi, qigong, et généralement à l'issue de ces séances, vous avez toujours un petit temps de méditation. Alors, dans l'ensemble, vous avez des méditations qui peuvent vous exciter, vous empêcher de dormir, sachez-le, notamment par rapport au tai chi et au qigong, parce que ce sont des pratiques qui vont vous donner de l'énergie, qui vont activer la fluctuation de l'énergie dans votre corps. Et donc souvent, on peut avoir la pêche en rentrant chez soi, être capable de boucler un dossier, de faire tout son ménage, son repassage, voilà. Donc faites attention, il faut vraiment respecter un certain timing et puis ne pas pratiquer ce genre de trop près de l'heure du coucher. Alors là où il y a eu le plus d'effets dans la pratique méditative, et là c'est rigolo parce qu'effectivement on en revient à la question sur la sophro, parce que c'est quand même une pratique qui se rapproche de la sophro. On en revient par rapport aux études, au scan corporel. Ça veut dire que si on ferme les yeux, assis, debout, couché, en passant de nouveau en revue toutes les parties du corps, la tête se relâche, les joues, les mâchoires se détendent, les épaules sont lourdes, les bras, voilà. Et en passant en revue toutes les parties de son corps, en respirant profondément, c'est cette pratique-là qui va vous aider à dormir rapidement et à retrouver aussi facilement le sommeil la nuit. Donc quand la nuit, on n'a pas la force au niveau du mental de retomber dans cet état, eh ben pareil, vous vous enregistrez une application gratuite sur YouTube et puis vous la repassez. Croyez-moi qu'au niveau du scan corporel, vous n'arrivez pas aux orteils, vous dormez. C'est quelque chose qui va... Voilà. C'est au niveau sommeil, c'est la pratique méditative qui a été donnée comme plus efficace. Oui. Qu'est-ce que tu appelles le scan corporel? Voilà, donc c'est ce que je disais, un scanner. Qu'est-ce qu'il fait un scanner? Il va passer en revue les différentes parties du corps. Et donc c'est ce qu'on va faire dans la pratique méditative de scan corporel. On se dit qu'on relâche progressivement toutes les parties du corps. On commence par la tête, on relâche ensuite la nuque, les épaules, les bras. On va détailler les bras, par exemple l'articulation épaules, coudes, poignets. Je relâche mes mains, je relâche les muscles du bras. Mon bras va devenir lourd, après je passe à l'autre bras. Après, je passe au dos, je peux passer sur la zone des vertèbres cervicales, dorsale, lombaire, sacrum, tout cela. Il faut vraiment passer en détail sur toutes les parties du corps. On conscientise absolument toutes les parties de notre corps. Et c'est fatigant parce que c'est quelque chose, c'est quand même un exercice qui demande de la concentration. Là aussi, ça va rallonger nos télomères, c'est une bonne nouvelle. Et donc, c'est ça le scan corporel. Voilà. On se scanne, auto-scan si tu veux. Et donc là, vous tapez séance de sophrologie ou de méditation scan corporel. Et puis vous avez plein de gens qui vont vous faire ça. En généralement 20, 25, 30 minutes, voilà, vous avez une bonne séance. Sachez juste que 20 minutes à 25 minutes de relaxation, de scan corporel, ça va remplacer un cycle de sommeil. Hein, donc quand on a une nuit courte, ça vaut la peine de se dire maintenant je ne perds pas mon temps, là je vais être beaucoup plus productif, plus efficace. Si je prends le temps de m'arrêter 20 minutes à faire une séance de relaxation, de méditation, on sera plus efficace par la suite. Voilà. J'ai répondu à la question? Oui, oui. C'était moi. Ah, c'est toi. Bon, parfait. Alors, maintenant on va revenir au vieillissement. Hein, même si ça peut un peu faire marrer, c'est pas une crème anti-rides. Ceci dit, moi je peux vous dire que les gens qui méditent régulièrement, vous regardez leur visage, franchement, alors je parle pas de moi, hein, parce que là je suis fatiguée en plus. Mais on voit vraiment, on a l'impression que c'est des gens à qui on ne donne pas d'âge. C'est assez impressionnant. Tant au niveau des moines bouddhistes que de Mathieu Ricard, que d'autres personnes, c'est des gens qui sont tout naturellement, on voit que le stress oxydatif n'a plus le même effet sur eux, et bien entendu, si ce stress oxydatif il est diminué à l'intérieur du corps, il va automatiquement avoir un retentissement sur la peau, sachant que la peau est quand même l'organe le plus important de notre corps, hein, considéré comme un organe. Donc sachez que ça joue, ceux qui jouent intérieurement jouent extérieurement, et vice-versa. Donc, comme l'a dit, enfin l'a prouvé, on va dire Elizabeth Blackburn, donc c'est pas la seule à faire ces recherches-là. Donc ça protège notre ADN des effets du vieillissement, et cette fameuse enzyme, la télomérase, on va vraiment booster sa fabrication quand on va. Plus on va pratiquer, plus on va rallonger nos séances, et plus on va avoir un effet intéressant par rapport à notre régénération cellulaire et par rapport à notre ADN. Alors, je vous donnerai quand même, après, je serai obligée de le dire quand même, parce que je n'ai pas appris par cœur toutes les études. Hein. Je vous lirai plus en détail après quand même certains résultats de certaines recherches.
Alors, donc, voilà, je vous demande juste quelques instants. Hop. Alors, puisqu'on sait que l'acte de méditation modifie donc, durablement notre cerveau, notre schéma cérébral, parce que c'est tout simplement parce que c'est une activité mentale intense, hein. On a remarqué en fait dans les études, il a été prouvé quelque chose d'assez fabuleux, c'est qu'on avait sur les méditants réguliers une augmentation de la densité de la matière grise. Donc la matière grise, elle est dans notre cerveau en fait sur la partie extérieure, là, vous trouverez les schémas assez facilement, on a appris ça je ne sais plus dans quelle classe, mais on est tous passés par là. La matière grise en fait contient les neurones, si vous voulez, donc les cellules nerveuses. Alors on a 100 milliards de neurones en moyenne dans notre cerveau, on a des neurones dans toutes les parties du corps, hein, jusqu'au bout des orteils, puisque ce sont juste des cellules nerveuses. Donc on remarque chez les participants que cette matière grise, eh ben, elle va garder une certaine forme de densité au fur et à mesure que l'on vieillit, alors que chez d'autres personnes qui ne méditent pas, effectivement, le cerveau rétrécit, la matière grise rétrécit. Il y a aussi un effet sur la matière blanche. La matière blanche, elle est à l'intérieur du cerveau. La matière blanche, en fait, c'est du câblage. On va appeler ça les axones. Les axones, c'est comme des axes routiers, en fait. Ça va relier les neurones, ça va permettre la communication entre le réseau de neurones. Cette matière blanche, en fait, elle est constituée de ce qu'on appelle la myéline. La myéline, c'est un peu comme une gaine électrique autour d'un câble électrique, en fait. Ça va faire un isolant. C'est des bonnes graisses, en fait. Donc là aussi, c'est en fonction de notre alimentation. Hein. C'est pas la méditation qui va faire, uniquement la méditation, qui va faire que votre myéline, que ce câblage, il va être de bonne qualité et qu'il n'y ait pas de déperdition des informations d'un neurone à l'autre. Ça va aussi être les bonnes graisses que vous allez apporter à votre organisme, c'est clair. Genre, végétal ou animal? Alors figure-toi qu'au niveau animal, on a remarqué pour la myéline, ce qui était sympa, c'était l'huile de saumon oméga 3, 6, 9. Ça, c'était assez intéressant. Donc on reste dans l'animal à ce niveau-là. Mais après, les huiles de noix, colza, enfin, mélanger les huiles, avocat, enfin toutes ces choses-là. L'avocat, c'est tout aussi. Hein. Donc essayez de varier vos huiles, ne consommez pas tout le temps les mêmes huiles. On met de côté l'arachide parce que l'arachide, c'est une des noix qui n'apporte rien et qui est vraiment pas bonne pour la santé. Et le mieux c'est de varier l'huile d'olive, enfin censé, de toute façon l'huile méditerranéenne il est assez sympa, mais le mieux c'est vraiment de varier vos apports d'huile et ça va vraiment jouer sur vos connexions. Donc des apports de matière grasse de qualité avec en plus effectivement la méditation, vous allez vraiment préserver vos connexions. Donc une bonne qualité des connexions au niveau de la myéline, une bonne qualité au niveau de la matière grise, donc de la quantité de neurones et de la neurogénèse. La neurogénèse, aujourd'hui on en parle beaucoup, partout, c'est notre capacité à faire de nouveaux neurones. Hein. Il y a une dizaine d'années, un peu plus, on nous disait de toute façon des neurones, hein, t'en perds à partir de la naissance, t'en perds tout plein et plus jamais t'en fabriques. Non, c'est faux. Aujourd'hui, les neurosciences prouvent qu'on en fabrique. Jusqu'à la 9e décennie, ça veut dire jusqu'à environ 90 ans, vous allez fabriquer des neurones. C'est une fabuleuse nouvelle pour ceux qui ont fait la fiesta quand ils étaient jeunes. Donc, oui, je me sens visée. Donc, c'est jamais trop tard. Prenez votre alimentation en main, prenez votre hygiène cérébrale en main et pratiquez. Parce que effectivement, ça va vraiment. On est capable au niveau de l'hippocampe et au niveau du bulbe olfactif de fabriquer des nouveaux neurones. Donc bien sûr, ça ne va pas être en quantité faramineuse comme quand on est gamin, c'est certain, hein, mais c'est quelque chose voilà, qui n'est pas irrémédiable. Donc je vous invite vraiment à prendre connaissance des différentes recherches sur le sujet. Alors, sachez juste que, enfin on le sait, on n'est pas idiot, hein, tout ce qui va porter à nuire et à détruire nos neurones, alors numéro 1, là où vous perdez des milliers de neurones tous les jours, là aussi ça ne va pas plaire à certains, mais je m'en fiche, c'est en regardant la télévision. Alors, ce qui est génial, c'est que je connais aujourd'hui mais de nombreuses personnes qui ont banni la télévision de leur foyer, même avec les enfants, ce qui n'est pas facile. Quand vous regardez un écran de télé, vous grillez une bonne partie de votre cerveau. Ça va être moins puissant avec l'écran de l'ordinateur. Mais faites attention, sélectionnez copieusement vos programmes parce qu'effectivement, il y a des tas de choses qui... Ça fait partie de l'hygiène mentale que de bannir un bon nombre de programmes de votre téléviseur. De sélectionner vous-même ce qui vous intéresse, tout simplement. Si vous voulez là aussi fabriquer de nouveaux neurones, le fait de concentrer votre attention sur vous et de changer aussi. Quand vous méditez, ne méditez pas toujours de la même façon, pas toujours le même schéma. Par exemple, si on fait le scan corporel, commencez parfois par les pieds. Parce qu'on a remarqué que ce qui développait la neurogénèse, donc cette fameuse fabrication de nouveaux neurones, c'est surtout de bouleverser nos habitudes. Plus vous êtes dans un schéma d'habitude, et moins vous créez de nouveaux schémas neuronaux, moins vous allez booster vos connexions.
tout le temps changer. Quand vous allez au boulot, changer de trajet, quand vous faites du sport, aller courir dans un autre endroit, il faut vraiment constamment être dans un processus dit d'apprentissage en fait et de réadaptation. Donc modifier constamment vos habitudes, ça va être booster votre dynamique cérébrale tout simplement avec ça. Et nous, les humains, on est des champions du monde des habitudes, il ne faut surtout pas nous sortir de notre confort et puis pourtant c'est vraiment ce qu'il nous faut pour gagner en espérance de vie, en qualité de vie surtout par rapport à cela. Alors là, je vais vous lire une étude. En fait, les IRM ont montré que la matière grise, donc augmentée, comme je vous l'ai dit auparavant, hein, dans les zones du cerveau impliquées dans la neurogénèse, l'apprentissage, la mémoire et le contrôle des émotions. Mais la bonne nouvelle, et ce qui est assez étonnant, c'est que la matière grise en question diminue au niveau de l'amygdale. Donc l'amygdale, je vous l'ai dit avant, hein, c'est cette petite chose qui, comme un gyrophare, va s'allumer sous beaucoup de nos émotions. Et donc là, en fait, la matière grise va diminuer dans cette zone-là, qui est en fait liée à la peur, à l'anxiété et au stress. Donc à croire que notre corps est quand même une fabuleuse machine. On est quand même vachement bien fait. Hein, quand on essaie de ne pas tout foutre en l'air, on peut... Et ce qui est super, c'est que c'est vraiment réversible. Parce que je me rends compte, moi, et même on a vu ça dimanche à la conférence de dimanche, c'est qu'on avait des personnes de tous âges. C'est excellent. Aussi bien des étudiants que des personnes âgées. Et, autant, je dis, c'est super. Et même quand j'ai eu la chance de faire des stages pratiques, et même de cultures différentes. Hein. Moi, j'ai même eu des personnes qui portaient le voile et qui étaient venues se joindre à nous. Et je trouve ça génial, franchement, comme ça, que toutes les cultures s'ouvrent à cette pratique. Voilà. Y a-t-il des questions peut-être en attendant je poursuis? Alors oui, il y a Daniel. La sophrologie peut-elle faire se ressortir des événements passés inconnus? Ah oui. Oui, effectivement. La sophrologie peut faire remonter, puisqu'en fait la sophro c'est une pratique dérivée de l'hypnose, donc on va être dans un état de conscience modifié, d'ailleurs en méditation aussi, hein, automatiquement on est dans un état de conscience modifié, ça veut dire différent hein, de notre état d'activité quotidienne, et oui on peut à ce moment-là, il y a des choses qui remontent, qu'on avait figées, bloquées bien profondément en soi, et j'ai eu le cas dans des séances, en individuel et en groupe. Alors il y a des gens qui disent c'est nul pour moi, je ne veux plus faire de sophro parce que tout ça je l'avais bien rangé, pour moi c'était réglé. Non, si ça remonte, c'est que c'est pas réglé. Si le corps, le mental font remonter l'événement, c'est qu'il doit être traité par un spécialiste dans ces cas. Que ce soit en hypnose, en médical, avec l'EMDR, avec l'EFT. Ne rejetez pas quelque chose qui remonte parce que de toute façon, si vous le rejetez à un moment donné, ça remontera et ça remontera. Et à chaque fois ça va remonter, ça va être plus violent. Donc à partir du moment où ça remonte, il faut l'accueillir et il faut en faire quelque chose. Il ne faut pas vouloir l'étouffer. J'ai eu comme ça des gens avec lesquels j'ai travaillé, une maman et sa fille qui étaient dans un groupe que certains ont connu d'ailleurs, mais je ne vais pas les nommer bien entendu. Ils ont arrêté parce que les deux se sont dit non, la sophro c'est pas pour moi, ça me fait du mal. Mais non, ça fait juste le ménage en fait. Sophro, méditation aussi, ça fait monter des trucs, faut pas rêver. Mais faites le ménage en vous. Tout ce qui ne s'exprime pas, retenez ça, et c'est David de François qui l'a dit, encore une fois, moi j'ai rien inventé. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça veut dire s'imprime dans votre corps, s'imprime dans vos mémoires cellulaires et fait des dégâts. Donc laissez votre corps s'exprimer, laissez vos émotions s'exprimer, faites-en quelque chose, ne les enfouissez pas au plus profond de vous-même. Et donc ces deux personnes-là, elles ont quitté le groupe, elles ont dit non, on arrête. Et quand j'allais au supermarché que j'ai croisé, elles faisaient un détour, l'air de dire non, celle-là, elle réveille en moi les démons, surtout, il ne faut pas la croiser. Non, c'est juste, on réveille votre véritable nature, vos traumatismes du passé, vos blessures. Les blessures, parfois, elles peuvent remonter très très loin, en fait. Hein. Donc, effectivement, ce processus sophro-méditatif va nous permettre à nouveau de conscientiser certaines choses que l'on avait soigneusement enfouies au plus profond de notre conscience, en fait. Mais c'est thérapeutique, il faut l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, un jour, ça vous revient en pleine tête, pour rester poli. Voilà. C'est OK? Ok. Bien. Alors, donc là... comme j'ai pas tout appris par cœur, je vais vous lire une étude. Des neuroscientifiques de l'hôpital général du Massachusetts aux États-Unis ont démontré sur un groupe de novices méditant depuis 8 semaines, là encore, c'est pas la fin du monde, 8 semaines, photo de tonalité positive et négative à l'appui. Donc là on revient sur l'amygdale, cette zone qui s'allume dans le cerveau quand on est sous les émotions. L'amygdale des participants s'est montrée beaucoup moins sensible en fait, dans ces visions-là, comme si leur réponse émotionnelle était devenue plus mesurée dans le groupe des pratiquants de la méditation dite de pleine conscience. Donc là aussi, je reviens sur quand faites attention, pareil, au niveau de la télé, selon ce qu'on va montrer à votre esprit, vous allez vraiment déclencher dans votre corps un processus chimique et biologique qui vont vraiment accentuer
votre état, votre propension à la dépression par exemple, puisque c'est l'amygdale qui va gérer les états dépressifs aussi, hein, et la manière dont vous allez aborder ça. Une fois que vous allez avoir un certain temps de pratique et de méditation, vous allez pouvoir gérer ça beaucoup plus facilement. Donc dans une même étude, l'Université de Californie, des participants arrivaient beaucoup mieux à se concentrer sur des tâches dites répétitives après quelques heures de pratique de méditation. Autrement, sur 48 adultes souffrant d'un déficit de l'attention, sachant que le déficit de l'attention, on en entend beaucoup parler chez l'enfant aussi, c'est un gros problème au niveau éducatif, hein. Donc ceux qui suivaient une thérapie utilisant les pratiques de méditation, donc dites de pleine conscience, réduisaient leur hyperactivité, leur impulsivité et donc les problèmes d'inattention. Alors aujourd'hui en France, on vous dit que la méditation à l'école, que chi, hein, c'est absolument pas éducatif, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on m'a dit, hein, quand j'ai essayé d'intégrer les écoles en Alsace. C'est pas ce qu'on m'a dit en Bretagne, là l'accueil était totalement différent et plus bénéfique. Donc il y a quand même eu des intervenants au colloque international à Paris, ils ont abordé le sujet des effets bénéfiques de la méditation à l'école. Donc je pense que ça vaut la peine de s'accrocher. S'il y a des enseignants qui m'écoutent aujourd'hui, voilà, ça vaut le coup de proposer ça, et je pense que j'ai bien l'intention de faire un dossier pour monter un petit peu plus haut au niveau du rectorat et prouver que ces effets sur l'enfant sont réels et bénéfiques, puisque j'ai eu la chance d'intégrer sans autorisation une école. La maîtresse était ravie, les enfants étaient ravis, les parents demandaient quand est-ce qu'elle revient, et la directrice de l'école a dit non, elle ne peut surtout pas revenir, c'est interdit. Donc je pense que je représentais quelque part un danger pour les enfants, même si les parents et la maîtresse voulaient me faire revenir, parce que c'est tout simplement pas éducatif et qu'il faut un numéro d'agrément, un numéro que je n'ai pas pu obtenir parce que ça ne sert à rien de faire méditer les enfants. Donc à bon entendeur, documentez-vous avant de dire ça, messieurs les bureaucrates. Justement, il y a une question de Françoise, parce que tu parles des enfants, et elle dit, elle pose la question pendant la grossesse. Ah oui. Est-ce que la sophro est à éviter ou pas? Non, pas du tout. Alors, la sophro, est-ce que c'est la sophro, est-ce que c'est la méditation? La sophro, elle est pratiquée par les sages-femmes aujourd'hui, effectivement. Normalement, il n'y a que la sage-femme qui est autorisée à faire de la sophrologie aux futures mamans, et non pas une sophrologue, ce qui est un petit peu dommage, hein, au niveau légal, parce qu'en sophrologie, on est aussi des pros, il n'y a pas que la sage-femme. Alors, on a remarqué sur le bébé des résultats vraiment positifs par rapport aux mamans qui pratiquaient, parce qu'une maman stressée va automatiquement transmettre un phénomène d'oxydation et de stress qui va jouer sur la croissance du bébé. Parce qu'on a mesuré au niveau de l'enfant un raccourcissement des télomères déjà chez le bébé. À la naissance. Alors c'est assez affolant en se disant, mince, alors déjà un jeune enfant qui vient à peine de naître a déjà un raccourcissement, a déjà des effets au niveau de son ADN par rapport au stress de la maman. Et oui, donc il faut effectivement s'occuper de la maman déjà. Donc la sophro, pour moi, sophro ou méditation, ça ne va être que bénéfique pour la future maman. Et c'est quelque chose qu'il faudra intégrer déjà dans les hôpitaux pour les grossesses pathologiques, et encore plus pour les mamans qui sont stressées parce qu'elles sont hospitalisées, parce qu'elles savent qu'il risque d'y avoir des difficultés au niveau de l'accouchement ou au niveau tout simplement de l'état de santé de l'enfant. D'accord. Donc oui, il faut vraiment tenir compte, parce que là aussi, je pourrais vous donner les références en fait. Mais là, il y a des études scientifiques sur le sujet, les effets sur le bébé, c'est clair, c'est prouvé. D'accord. Voilà. Ok. Donc on va être pas loin. Oui, ça y est, on a atteint. On n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin. J'ai plus de Je vais batterie. juste encore placer 2-3 petites choses. Salut Alors, JP. Ils ont également en fait des tests par rapport aux antidépresseurs et à l'effet de la méditation. Donc ils ont trouvé que les antidépresseurs avaient exactement le même effet que la méditation sur du long terme, sauf que les personnes qui sont sur des traitements antidépresseurs et puis qui poursuivent le traitement sur de longues années avaient généralement beaucoup de chances de récidive, de rechute, alors que les gens qui étaient passés des antidépresseurs à la méditation ne rechutaient pas, dans les 3 quarts des cas. Donc méditation plus efficace. Pardon ? J'ai plus de batterie. Ah, ben voilà. Donc, Jeff me dit que la batterie a quelques petits problèmes. Donc, de toute manière, on va terminer sur des questions. Et puis, avant que la batterie ne coupe, je salue tous ceux qui ont été à nos côtés pour cette soirée. À cette première soirée vidéo. Voilà, première soirée. Il y en aura d'autres, Première forcément. expérience. Et puis, de toute façon, Jeff garde les coordonnées. Je reste joignable pour d'autres questions sans aucun problème. Et je vous souhaite à tous. Et tu as une page Facebook, tu peux en parler? Non, je n'ai pas de page Facebook.
Bah, J'ai tu une- m'as demandé un ami? Non, j'ai une page de transition que je n'utilise pas. Ah, d'accord. Ok, Donc, non, pour le moment, non, je ne suis pas branchée Facebook du tout. Voilà. ok. Ça viendra un jour. Voilà. Voilà. Ben, Excellente on soirée à remercie tous. tout le monde et puis ben, on vous retrouve très bientôt avec ben, d'autres intervenants et voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée et puis merci encore à Véronique que ben, vous retrouverez très bientôt ben, sur la vidéo parce que elle revient au mois d'avril. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous à toutes et à tous et puis à très bientôt. Voilà. Salut.